Notre prochain intervenant est Corto Stoclet, que vous connaissez tous, qui est bioéthicien. Il a aussi une formation en génétique à l'origine et il travaille actuellement avec Christian Hervé à l'hôpital Foch. Un, deux, ouais, ça marche. Et c'est aussi, si j'ai bien retenu, le trésorier de l'IREB. Donc il faut le traiter avec... Ah, de la SFEM, pardon, de la SFEM, excusez-moi. C'est lui qui réclame les sous pour l'IREB. Et sa présentation... Alors, sa présentation, que je ne me trompe pas, s'intitule « IA et consentement dynamique ». Merci, Corto. Exactement. Donc, merci pour cette présentation. Merci au professeur Hervé. Oui, je sais, maître Claire. Ça commence bien. Alors, donc oui, moi je vais vous parler plus finalement de consentement dynamique que d'intelligence artificielle. Ah bah voilà, ça commence bien. Voilà, ça commence. Voilà. C'est bon comme ça, vous m'entendez mieux? C'est plus clair? D'accord. Bon. Plus. Ah bah elle est en face, je ne peux pas la rater là, elle est devant moi, donc voilà. Vous comprenez la pression que j'ai à chaque fois. Voilà. Donc non, moi je vais vous parler plus de consentement dynamique que d'intelligence artificielle, pour la simple et bonne raison que je ne suis pas suffisamment compétent en intelligence artificielle pour rentrer vraiment dans les détails, mais que j'ai certaines connaissances par rapport à ce fameux consentement. Et évidemment, je vais vous en parler d'un point de vue bioéthique et d'un certain nombre de points que ça soulève et qui permettraient peut-être un essor plus satisfaisant. Donc là, quelques banalités, mais je pense que bon, c'est toujours intéressant de les rappeler si elles n'ont pas forcément été faites. C'est pas quelque chose de nouveau en soi, l'intelligence artificielle. Sa préhistoire, avec des grosses guillemets évidemment, on peut la situer avant 1950, avec un certain nombre alors surtout des mathématiciens. Donc vous avez le français Jacques Herbrand, vous avez l'autrichien Kurt Gödel, l'américain Alonzo Church, et surtout probablement celui que vous connaissez tous, qui est le britannique Alan Turing. Et pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous recommande cet ouvrage. Alors évidemment, qui n'est pas écrit par Turing. Turing c'est une édition de 95, mais qui est une traduction de 2 ou 3 de ses articles qui ont été assez fondamentaux dans l'émergence justement de ce champ. L'histoire, elle commence après 1950. Il y a une belle panoplie de pionniers, principalement américains quand même au début. Et pourquoi je souligne Herbert Simon? Pour 2 raisons. La première, parce que c'est vrai qu'il est souvent assez... parce qu'il a joué un rôle prédominant. Et d'autre part, parce qu'il est souvent relativement oublié. Et pareil, c'est cet ouvrage, pour ceux que ça intéresse, qui ne l'ont pas lu et qui veulent un peu s'initier à cette question-là, sans rentrer évidemment dans la dimension technique. Ce n'est pas un livre technique, c'est plus le lien qu'on peut avoir entre l'intelligence artificielle et la société. Donc voilà, je vous le recommande. Bon, une fois que ça c'est dit, bon, c'est quoi l'intelligence artificielle? Donc encore une fois, moi je ne suis pas expert, donc je ne vais pas rentrer dans les détails de cette question-là. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est grosso modo, de manière très simple, donc c'est un ensemble d'outils, enfin plutôt différents outils et méthodes relativement complexes qui permettent d'effectuer un nombre quasiment exponentiel d'opérations, relativement variées et surtout en un temps presque négligeable. Et en termes d'outils, on peut avoir justement le traitement automatique de la parole, la robotique, les systèmes experts qui vont nous intéresser, nous, en particulier dans le domaine de la santé, parce que comme je vous l'ai dit, l'IA s'applique à différents domaines, évidemment en santé, ce qui avait été souligné de manière très juste par le rapport Villani qui était sorti en 2018. Et évidemment, l'IA qui est utilisée en santé, c'est principalement ce qu'on appelle les systèmes experts. Donc en fait, ce sont des aides à diagnostic ou traitement, principalement dans le soin, et qui d'ailleurs, certaines applications ont été présentées vont être présentées par le professeur Grenier de l'hôpital Foch cet après-midi. Et là, on arrive, moi, sur la partie dont je suis plus compétent, c'est que l'IA, c'est bien beau, mais pour la développer, l'IA a besoin d'énormément de données. Énormément de données. Sinon, il n'y a pas d'IA. Il n'y a pas d'IA sans données. Il y a beaucoup d'argent aussi. Et là, ce qui
nous intéresse, nous, Européens, c'est que je pense que vous avez tous entendu parler de ce merveilleux règlement qui est le RGPD. Et le RGPD impose depuis 2018, à l'échelle de l'Europe, Pauline me regarde, à l'échelle de l'Europe, de manière générale, l'utilisation d'un consentement dit express dans le traitement des données personnelles, incluant les données de santé. Mais évidemment, il y a des adaptations locales, ce qui est le cas en France, et ce qui nous permet, nous, en France, à l'échelle des établissements de santé, de pouvoir toujours utiliser ce consentement présumé et dans certains cas. C'est bien vrai que dans ce cas-là, c'est pas mettre dans les mairies éventuellement une information que personne ne lit. Exactement. Je reprends. Et donc, dans ce contexte-là, parce qu'en fait, il y a des tensions qui ont été relevées à l'hôpital Foch par rapport à ça, nous, on pense, comme d'autres d'ailleurs, enfin nous, d'autres aussi, on pense que ce qu'on appelle le consentement dynamique pourrait être une solution à certaines de ces tensions, dont je vais un peu vous présenter et vous expliquer. Donc très rapidement, l'hôpital Foch, l'hôpital Foch, c'est un établissement de santé privé mais reconnu d'intérêt collectif, c'est ce qu'on appelle un ESPIC. Donc, moi, je parle de ça parce que nous avons l'expérience du terrain avec le professeur Hervé et d'autres personnes ici présentes. Et elle présente une activité de soins, évidemment, et une activité de recherche qui est, elle, dirigée par la DRCI, qui est la direction de la recherche clinique et de l'innovation, dont nous avons la représentante ici, qui est Madame Politouche. Excusez-moi. Évidemment, ils sont réalisés à la fois ce qu'on appelle des RIPH, qui sont des recherches appliquant la personne humaine, et des RNIPH n'appliquant pas la personne humaine. Alors ça, c'est du langage, mais c'est important parce que ça va vous permettre de comprendre un peu tout ce qui se passe après. Le consentement express, je pense que pour les praticiens, vous le savez, il est et il a toujours été obligatoire pour ce qu'on appelle les recherches interventionnelles, donc maintenant qu'on appelle RIPH de catégorie 1 et RIPH de catégorie 2. Mais le consentement présumé, lui, il reste autorisé pour ce qu'on appelle les RIPH de catégorie 3, qui sont, pour ceux qui connaissent les recherches dites non interventionnelles, et les RNIPH, qui, elles, rassemblent, on va dire, une certaine hétérogénéité de types de recherche, principalement ce qu'on appelle les recherches sur données, qui sont donc des données collectées dans le domaine du soin et qui sont réutilisées ensuite dans la recherche. Évidemment, après toutes sortes de recherches socio-économiques qui n'amènent pas à des finalités, enfin des nouvelles connaissances médicales ou biologiques, et évidemment, les sciences humaines, les recherches en sciences humaines et sociales, en particulier dans le cadre de la santé, ce que nous, au département, nous faisons régulièrement dans le cadre de l'éthique. Les CPP, eux, s'occupent des RIPH catégorie 1 et 2, et alors les CPP, c'est les comités de protection des personnes, et nous, justement, à l'hôpital Foch, dans le département d'éthique et intégrité scientifique, dirigé par le professeur Hervé, nous, on évalue principalement, alors pas les RIPH catégorie 3, les RNIPH. Et il y a souvent quand même une tension qui est assez souvent soulevée, beaucoup par moi aussi, et relayée assez fortement par le professeur Hervé, de s'interroger en fait sur la pertinence vraiment de ce consentement présumé. Et c'est ça dont on va un peu parler. Alors là, il y a un problème. Ah non, c'est bon. Non, il n'y a pas de problème. Là, on va prendre une approche un peu plus méta. Actuellement, alors on peut ne pas être d'accord avec ça. Moi, je pense que c'est un peu un constat, c'est que la médecine actuelle, là, en ce début de XXe siècle, elle requiert des flux et des stocks de données de santé de plus en plus importants. Et pourquoi elle requiert de plus en plus important ? Ce n'est pas pour produire de la donnée, pour produire de la donnée. Parce que si elle souhaite continuer à améliorer la prise en charge des patients, là, on arrive sur la finalité. Et des patients, pourquoi ? Pour quel type de maladie ? Je vous rappelle que oui, les maladies infectieuses, et encore on pourrait parler des résistances aux antibiotiques, maintenant sont globalement sous contrôle, du moins en Europe. Mais il y a plein de maladies qu'on ne guérit toujours pas. Les maladies neurodégénératives, vous les guérissez, vous, encore ? Non. Plein de maladies aussi cardiovasculaires. Et les cancers, je ne vous en parle même pas.
pour continuer, en fait, c'est ça en fait qu'il faut comprendre, c'est que ces données-là en fait vont pas être utilisées simplement pour générer de l'argent, mais surtout pour améliorer, créer des nouveaux outils, des nouvelles méthodes de diagnostic, dont fait partie l'IA, pour essayer d'améliorer la prise en charge de ces pathologies. Et là, on arrive sur la question de la finalité. Et c'est pour ça que nous, on pose cette question-là. Et vous allez comprendre pourquoi. Est-ce que ce consentement-là, ça paraît un peu trivial, que je vais là, c'est quoi le lien entre consentement et machin? En fait, c'est pas si trivial que ça, et vous allez voir pourquoi. Et surtout à l'échelle des établissements de santé. Bon, peut-être un petit rappel pour certains, parce que j'utilise des mots qui, moi, me paraissent très très clairs, mais qui ne sont pas forcément très très clairs pour tout le monde, entre consentement présumé et consentement explicite. Bon, en fait, très simple. Donc, le consentement express, donc lui, il applique, c'est ce qu'on dit, en fait, il applique un choix explicite d'une personne pour une étude donnée. Le consentement présumé, qu'on appelle dit aussi de non-opposition, peut-être que vous l'avez trouvé sous ce vocable-là, lui n'applique qu'un choix dit implicite, par défaut, pour une étude donnée ou non. Donc pour le premier, la note d'information qui est associée est alors strictement individuelle et spécifique de l'étude, que celle-ci soit dite monocentrique à l'échelle d'un centre, d'un hôpital, ou multicentrique, donc plusieurs centres. Pour le second, l'information elle est individuelle et spécifique de l'étude. Si celle-ci est multicentrique, j'espère que Pauline est d'accord avec moi, ou que celle-ci soit monocentrique, j'ai perdu ligne, et collective et non spécifique si l'étude est monocentrique, ce que nous on pratique beaucoup à l'hôpital Foch. Et c'est vrai que là on peut comprendre en fait pourquoi on choisit en fait et on l'entend, et je pense que cet argument-là tout le monde va plus ou moins le comprendre, c'est que la non-opposition elle s'explique surtout par des coûts moindres. En termes humains, en termes financiers, c'est plus simple à mettre en place une non-opposition. Que ce soit pour les investigateurs, en termes de temps, parce que souvent en plus ce sont des soignants, donc bon, ça peut les embêter en plus d'aller, de demander, etc. Et pour les promoteurs, d'autant plus, parce que c'est eux qui financent. Et d'autant plus encore parce que, comme je vous l'ai dit, c'est que ces RNIPH ou ces RPH de catégorie 3 sont quand même très très fréquentes dans un établissement santé. Donc on comprend pourquoi la question des coûts peut être importante. Mais là, on va arriver sur une question, encore une fois, de temporalité, de questions de court terme et de long terme. Alors c'est vrai, à cause du RGPD, il y en a certains qui se disent tiens, c'est vrai que maintenant il faut faire un consentement express, mais en vrai ça nous embête un peu de changer de forme. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors du coup, on peut vous sortir ce qu'on appelle le consentement express large, qui s'appelle le broad consent en anglais. J'ai un excellent accent, excusez-moi. Et donc c'est un consentement express, donc il implique un choix explicite. Donc c'est bien, on colle dans le RGPD. Mais au bout du compte, c'est la même chose parce que vous consentez explicitement à en fait, un ensemble de recherches, donc plus ou moins spécifiques. Donc on comprend pourquoi il y en a certains qui sont tentés, parce qu'au bout du compte, le consentement large vous permet de respecter le RGPD, tout en maintenant des coûts relativement faibles, car les besoins en fait, sont globalement les mêmes. D'où je dis, tout changer pour ne rien changer, évidemment. Mais moi, et là ça arrive moi sur un certain nombre de travaux et que j'ai conduits là, depuis pas mal d'années grâce et avec le professeur Hervé sur la question des tests de génétique sur Internet, hein, parce que si ces coûts sont vraiment si faibles, si c'est vraiment ça permet de faire des économies, pourquoi un certain nombre d'entreprises qui sont spécialisées dans les tests génétiques américaines, elles n'ont pas choisi un consentement présumé? Pourquoi elles ont justement mis en place ce qu'on appelle un consentement dynamique qui coûte une blinde en termes de personnes, en termes de coûts, encore une fois, parce que ça demande, vous allez voir, mettre en place une plateforme qui demande beaucoup d'argent au départ. Pourquoi, eux, du coup, ils ont pas fait cette économie-là? Et c'est ça la question. Parce que peut-être, et là on arrive, je pense que le grand drame français depuis quelques années ou décennies, c'est peut-être parce que eux, les bénéfices au long terme ont été privilégiés au coût à court terme. Et ça, c'est vraiment important pour comprendre, parce que c'est quoi un consentement dynamique? Pour faire très très simple, ça permet à la personne que vous intégrez dans une recherche de consentir non pas uniquement à votre étude, mais en fait au fur et à mesure, en fait, étude par étude, à travers une plateforme informatique, à l'utilisation de ces données, et surtout, un truc je pense qui arrive rarement dans un établissement de santé, qu'il en connaisse les résultats.
Je mets au défi beaucoup de personnes ici qui pratiquent la recherche clinique d'être revenus systématiquement à leurs patients après avoir fini la recherche. Je parle pour les résultats globaux en plus, hein. Je ne parle même pas pour les résultats individuels, de toute façon on n'a pas le droit. Enfin bref, non, elles, ces entreprises, alors pourquoi elles ont fait ça? Mais c'est très malin. Ces entreprises peuvent, parce qu'en faisant ça, en revenant à chaque fois à la personne, en l'alimentant continuellement avec des informations relatives à sa santé. Parce que c'est ça, en fait. C'est lorsque la personne, elle a fait son test et qu'après, elle consent à différentes études, elle reçoit les résultats des informations qui la concernent, elle apprend des choses. Et là, qu'est-ce que ça fait? C'est de la psychologie, hein. La personne, elle a confiance. Et lorsqu'elle a confiance, elle s'implique encore, et davantage. Et à chaque fois, du coup, elle va consentir à vos études. Et c'est là où on arrive sur la question des bénéfices. C'est parce que chaque nouvelle étude à laquelle elle consent est associée à généralement des nouveaux questionnaires. Ces questionnaires, ils font quoi? Ils génèrent de la data. Beaucoup de data. Et le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est que derrière ces data, l'entreprise peut les exploiter économiquement ou scientifiquement, parce qu'encore une fois, ces boîtes-là, elles ne font pas que de l'argent directement. Moi, celle que je connais mieux, qui est les 23andMe, qui est la plus connue, allez voir sur PubMed les publications qu'elle fait. C'est du Nature Communication, c'est du Nature, c'est du Science, c'est des grosses revues médicales. Et par ailleurs, je ne rentrerai pas dans la polémique, avec des équipes de recherche françaises aussi. Donc voilà. Donc derrière, ça fait des publications, et au niveau économique, ça fait des brevets. Beaucoup de brevets. Donc ça fait des brevets qui ne sont pas ici, mais qui sont là-bas. D'où le fait de devoir penser un peu plus global et le fait de penser aussi sur le long terme. Et une fois que j'ai dit ça, bon voilà, c'est bien beau tout ce que je dis ça, parce qu'on pourrait se dire, le gars, il pense qu'au pognon ou qu'à la réussite. Donc maintenant, on va se poser la question, mais est-ce que tout ça, c'est un argument suffisant d'un point de vue bioéthique pour nos établissements de santé? Alors là, je suis désolé, c'est peut-être la diapo la plus compliquée, mais je vais vous l'expliquer, et elle est importante, et finalement, elle est une synthèse de ce qu'a pu vous dire le professeur Hervé depuis hier et encore tout à l'heure. La bioéthique, c'est vraiment un vaste champ, hein. C'est qu'il n'y a pas de définition unique. Il n'y a pas de définition unique, dans le sens, la seule définition qu'on pourrait dire, c'est que évidemment, c'est la problématique, les questions morales qu'on peut avoir autour de l'utilisation surtout des biotech, dans les sciences de la vie, en fait, en général. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a plusieurs manières de l'approcher, plusieurs théories. Et donc, nous, globalement, celles qu'on pratique, celles qu'on a développées, qui continuent d'ailleurs encore à évoluer, et là, on va revenir d'ailleurs sur Potter, c'est grosso modo ce qu'on peut appeler une éthique normative. Une éthique normative, ça ne veut pas dire une éthique qui impose des normes, c'est une éthique qui réfléchit par rapport à des normes. Et surtout, et là c'est important, et c'est ce qui est marqué sur la diapo, elle distingue ce qu'on appelle la morale de l'éthique. D'un point de vue sémantique, parce qu'évidemment, on n'a pas le temps d'en débattre, oui, on peut oui, il n'y a pas de différence étymologique entre morale et éthique, etc. Mais nous, on va le faire comme ça. Donc, la morale, c'est ce qu'on appelle l'éthique déontologique. Elle impose un cadre moral à partir en fonction généralement de procédures ou de devoirs. À l'inverse, l'éthique, c'est celle qui va nous intéresser. L'éthique, elle n'impose pas un cadre. Elle va interroger ce cadre lorsqu'il y a des tensions entre ce cadre moral généralement très général face à des pratiques scientifiques ou cliniques particulières. Alors après, comment on en sort? On en sort comment? Par des finalités ou des conséquences. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est les finalités. Et là, on arrive justement sur la bioéthique et sur Potter, parce que c'est vrai que peut-être l'un des éléments qui a pu manquer hier dans l'après-midi, c'est de rappeler que et c'est la fin d'ailleurs du livre du premier Bridges to the Future, c'est le dernier chapitre sur la question de wisdom, en fait, en termes de sagesse, et surtout de considérer que l'amélioration de la qualité de vie et de la survie de l'individu, enfin de l'humanité, donc des sociétés et des personnes qui les constituent, est une sagesse en soi. Donc nous, c'est un choix théorique, on peut le critiquer évidemment, en tout cas c'est ce choix qu'on va faire. Et on va distinguer macrobioéthique de microbioéthique dans ce sens-là, en disant que la finalité au niveau macro, évidemment, c'est l'amélioration de la qualité de vie et survie à l'échelle de la société. Le micro, c'est à l'échelle de la personne. Mais attention, parce que je ne veux surtout pas qu'on me coince là-dessus en me disant « Mais attendez, il ne fait pas du darwinisme social, ce garçon ?» Non, pas du tout. Parce qu'encore une fois,
Et là, c'est la question de moduler en fait ce qui est à côté, c'est que ça demande de prendre en compte les particularités culturelles aussi. C'est que la notion de qualité de vie ou de survie peut avoir un sens en France ou en Europe, mais pas forcément le même au Moyen-Orient ou en Afrique subsaharienne. Et ça, on doit en prendre compte. Donc c'est en ce sens-là que je veux dire. Et évidemment, l'impact environnemental. Donc une fois que cela est dit, maintenant qu'on a posé notre cadre, on peut arriver sur notre tension. Donc là, vous avez bien compris que notre tension, cette tension qu'il y avait entre le RGPD et son consentement express, et je crois qu'il y a une faute dans la diapo, c'est ça, RGPD, bon, il faut intervertir, RGPD, consentement express, face justement au RIPH catégorie 3, RIPH et leur consentement présumé à l'échelle des établissements de santé français. Donc là, on a notre enjeu éthique. Et cet enjeu éthique, comment dire, la question, l'interrogation, elle peut être la suivante en fait. Est-ce que le consentement express améliorerait-il la qualité de vie ou la survie des personnes et des sociétés, donc la nôtre en l'occurrence, la développant? Alors, nous, c'est notre réponse, c'est que oui, on pense que sous sa forme dynamique, le consentement dynamique, probablement. Alors pourquoi? La première pertinence, elle est macrobioéthique, car on pense qu'une augmentation importante de tels bénéfices, les bénéfices dont nous avons parlé tout à l'heure, donc publication, brevet, mais cette fois-ci au niveau des établissements de santé français, contribuerait à notre souveraineté numérique en santé, qui inclut évidemment l'IA, qui est un secteur d'autant plus stratégique dans un pays redistributif comme le nôtre. Je vous rappelle qu'on a une sécurité sociale qui coûte une blinde. Donc évidemment qu'on a intérêt à avoir les brevets chez nous et pas là-bas, ou des licences. Le second, évidemment, alors c'est la deuxième, il est microbioétique, c'est que le consentement dynamique, il permettrait aussi d'agir sur ce qu'on appelle la littératie des personnes, grâce au contenu en fait, pédagogique ou aux possibilités d'interaction généralement associées. Et je vous rappelle que plus la littératie, c'est pour ça que c'est un argument microbioétique, c'est que plus la littératie d'une personne est élevée, mieux celle-ci est capable d'identifier des dangers et d'en évaluer les risques, et donc, évidemment, améliorer sa qualité de vie ou sa survie. Et enfin, toujours par rapport à la littératie, parce que ce n'est même pas qu'au niveau de l'individu qu'en fait c'est important la littératie. Et là, on revient sur un argument macrobioétique, c'est que la littératie totale de la société cumulée, plus elle est importante, mieux les innovations stratégiques comme l'IA en santé émergeraient et se diffuseraient dans un pays, voire un continent entier. Ça a été très bien montré par le sociologue Emmanuel Todd dans l'un de ses livres, où comment il explique, après c'est une interprétation, c'est une thèse, on peut la critiquer, mais que l'une des raisons finalement du succès technique et scientifique de l'Occident à partir de la Renaissance s'explique aussi par l'augmentation progressive du taux d'alphabétisation, en particulier des femmes. Donc petit aparté, d'où l'importance évidemment d'éduquer pas uniquement les garçons et aussi les femmes, c'est que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Bref, ça c'est une aparté. Bon. Là, ce sont les arguments. Donc, on va pouvoir passer à la conclusion. Je ne sais pas si je vous ai convaincu, mais en tout cas, voilà. C'est que, et je pense que ce point est important, et c'est pour ça que j'ai noté la phrase ensemble. C'est que, d'un point de vue bioéthique, l'IA nous apparaît ainsi comme nécessaire, mais à partir du moment qu'elle permet d'améliorer la qualité de vie ou la survie des personnes ou des sociétés, ce qui pourrait être le cas en santé. Et je préciserai quand même une chose, et je pense que c'est ça qui est important, c'est que depuis le début du colloque, on s'est focalisé sur ce qu'on appelle des dangers. On n'a pas parlé des risques. Les dangers et les risques, ce ne sont pas la même chose. Un danger, vous vous baladez dans la rue, oui, il y a un danger de se prendre un pot de fleurs en tombant de la fenêtre. Le risque, il dépend de plein de choses, de plein de facteurs. Il est heureusement relativement faible, sinon personne ne sortirait. Pourquoi je parle de ça? Je reviens du coup sur l'IA. Il ne faut pas que, d'une part, évidemment, c'est important d'identifier les dangers, parce que c'est comme ça qu'on évite d'avoir des problèmes. Mais on ne doit pas se limiter à l'identification du danger. On doit aussi évaluer le risque. Et on ne doit pas légiférer en fonction de l'existence de danger, mais en fonction du niveau de risque qu'il y a derrière. Et ça parce que c'est une incompréhension, et je pense que le professeur sera d'accord avec moi, du principe de précaution de Jonas, qui n'a jamais dit qu'il fallait se limiter sur des dangers. Au contraire, c'est qu'il fallait évaluer les risques et agir avec prudence en fonction. Jonas n'a jamais été technophobe. Il disait simplement, on doit agir avec prudence, avec sagesse. Il faut lire le livre. Et jusqu'à la fin, parce qu'en fait c'est à la fin dont il dit ça en fait. Au début c'est vrai que ça peut être un peu indigeste, mais il dit ça à la fin.
Bon, je vais aller vite parce que j'ai déjà été très long. Bon, c'est bien beau tout ça. Après, il y a les particularités culturelles et impact environnemental parce que, évidemment, que c'est aussi important quand même. Alors, pour la France, évidemment, et moi, maintenant, j'en suis de plus en plus convaincu, malgré ce que certains ont pu penser de moi auparavant, c'est que cette production de données et donc cette exploitation des données pour l'IA en France doit rester au niveau des établissements publics ou, évidemment, d'utilité publique, principalement. Pourquoi ? Parce que, qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'accord ou pas avec ça là-dessus, c'est que nous avons une tradition politique et morale où on considère qu'un certain nombre de secteurs stratégiques doivent rester sur la coupe de l'État et des collectivités et non pas du marché. Moi, personnellement, je pense que c'est une bonne chose parce que je pense que derrière, en termes d'effet de résultat, je préfère notre société à nous que d'autres sociétés qui n'ont pas fait ce choix-là. Mais évidemment qu'on peut en discuter. Et finalement, en fait, le consentement dynamique, c'est juste, en fait, c'est pas changer tout ça, c'est juste, en fait, à certains endroits, mettre un peu d'horizontalité à cette verticalité nécessaire, mais ça dans l'intérêt de tout à chacun. Et évidemment, alors peut-être l'autre point qui serait aussi intéressant, et là par contre qui nécessiterait peut-être une évolution, c'est le principe de non-patrimonialité du corps humain. Alors évidemment, je ne parle pas des organes, je parle des données de santé. Peut-être que certaines règles qu'on impose aux tissus, aux organes, peut-être ne sont pas forcément pertinents pour les données de santé et pour toutes les raisons que je vous ai données en fait avant. Je finirai, et vraiment c'est la dernière diapo, je vous rassure, après vous pouvez aller déjeuner. Et moi aussi. C'est que, alors, en fait, moi, ce que je vous ai parlé, en fait, c'est ce qu'on appelle une médecine des données. En fait, c'est une médecine qui est fondée, en fait, qui se fonde maintenant sur un stock énorme de données et qui, par son exploitation, va générer des nouveaux outils ou méthodes. C'est qu'elle doit intégrer maintenant aussi la question de la santé humaine et animale, la santé animale et environnementale. Vous m'avez compris. Alors, parce que, et je pense que c'est la pandémie qui nous l'a montré, même si au bout du compte, les vétérinaires nous le disaient depuis 20 ou 30 ans, c'est que la santé animale, en fait, ce qui se passe dans le monde animal, ça a un impact sur nous. Donc en fait, on ne doit même pas s'en occuper simplement parce que c'est bien de s'occuper des animaux. On doit le faire simplement parce que s'occuper des animaux, en fait, surtout, c'est un intérêt pour nous. Au moins pour ça, pour ceux qui ne sont pas convaincus. Alors je ne suis pas en train de dire que, voilà, mais pour ceux qui sont en train de se dire que ce n'est pas important, voilà, la finalité, c'est que, et on revient sur la finalité bioéthique, c'est dans notre intérêt de survie, de qualité de vie, en fait, finalement, de s'occuper d'eux. Alors, et ça, c'est la dernière, et ça, c'est une question ouverte. Et je sais que c'est la critique qu'on pourrait faire, et elle est légitime, et elle est vraie, et elle est cruciale, et c'est quelque chose, justement, qu'on va développer, et j'espère surtout avec Yorgos, qui est, je pense, assez compétent là-dessus. C'est la soutenabilité et le coût énergétique d'une telle médecine dont j'avais parlé avec Pauline il y a quelques semaines. Parce que tout ce que je suis en train de vous dire, c'est un coût énergétique dingue. Ça coûte une blinde en énergie. Alors on fait comment ? Et surtout que je vous rappelle maintenant, bon, c'est un peu compliqué. Alors c'est quoi ? C'est nucléaire. Alors moi je ne suis pas compétent, moi je ne travaille pas là-dessus. Mais c'est vrai que c'est un coût, ça. Et là on arrive du coup sur l'importance de la santé environnementale et de travailler aussi avec les personnes qui travaillent là-dessus. Parce que c'est bien beau de développer de l'IA, c'est bien beau de développer des data centers. Comment vous la produisez, l'énergie ? Elle ne sert pas comme ça, hein. Voilà, ça c'est le point qui est important. Et le dernier, évidemment, c'est la question des humains, parce que en fonction des choix technologiques que nous ferons pour cette énergie, on se doute bien qu'il y en a certains qui sont... alors, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, moi je suis globalement plutôt pro-nucléaire, mais voilà, qui, encore une fois, ont plus de danger que d'autres, ce qui est le cas d'ailleurs du nucléaire, mais encore une fois, on en revient sur la question la distinction entre danger et risque. Attention de ne pas prendre des choix, de légiférer en fonction de danger et non pas de risque. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Corto, c'était très clair. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle avant d'aller se sustenter ? Pardon, alors Cobb. C'est une question parce que tu cites à juste titre Potter avec la survie et la qualité de vie. En cancérologie, on fait la même chose. Survie, qualité de vie. Mais pour ça, on peut... C'est pour ça, oui. Voilà. Il n'était pas cancérologue, c'était un biochimiste qui travaillait après en oncologie. D'accord. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'en oncologie, on a les outils pour mesurer la survie et la qualité de vie. Enfin, la survie sûre, la qualité de vie, pas encore. Mais voilà.
Et on fait des essais pour comparer tel choix versus tel autre choix, quel est l'impact. Comment on évalue la bioéthique, le choix bioéthique? Est-ce qu'on suit, enfin voilà, est-ce qu'on évalue la survie des gens? Est-ce qu'on évalue la survie à l'échelle de la société? Est-ce que voilà, quel est l'outil justement? C'est la remarque la plus importante, ce qui est vrai. Et parce que si on donnait, et c'est là qu'il ne faut pas dire, plutôt interpréter ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il ne peut et il ne doit pas y avoir en fait de définition claire de ce qu'on entend par survie et qualité de vie, parce qu'encore une fois, ça, c'est culture. En fait, c'est pour ça que moi je suis, comme le professeur, et qu'on en parlait tout à l'heure, assez sceptique sur la question des normes universelles, parce que je pense que généralement ce qu'on appelle norme universelle, généralement en fait c'est une norme grosso modo chrétienne. Voilà, occidentale, chrétienne, voilà, sur un certain nombre de choses, mais qui ne sont pas forcément toujours partagées, ou du moins, le mot est là, mais la sémantique est différente. Et ce n'est pas forcément un mal à soi aussi. Alors, il ne faut pas non plus tomber dans le contextualisme et considérer que finalement on peut tout justifier dans certaines pratiques assez barbares dans certains coins. Mais non, je pense que justement, en fait, c'est qu'il ne peut pas, on ne doit pas forcément objectiver, mais je veux dire de manière globale à l'échelle de la planète. Par contre, oui, à l'échelle d'un établissement au cas par cas, on peut peut-être le faire. On peut se mettre d'accord en fait dans un service. Nous, c'est ce qu'on a fait par exemple sur le refus de vaccination. On peut se mettre d'accord pour une étude donnée. C'est pour ça que je pense que c'est important, c'est le cas par cas. Pour une étude donnée, se dire ok, quels sont les critères dans ce cas-là pour ces patients-là qu'on va mettre en place en termes de suivi et de qualité de vie. Mais ça ne veut pas dire que ce sera forcément les mêmes pour la même étude. Tu comprends ? C'est ça que je veux dire. Donc non, il ne peut pas, et surtout il ne doit pas y avoir en fait de critères universaux. C'est en fait finalement ce que je suis en train de là ce que je vous ai présenté, c'est des signifiants, c'est pas des signifiés. Je sais pas si c'est clair ça. En gros, c'est des mots. Le sens derrière, en fait, c'est le sens il va et c'est des mots. En fait, c'est des structures, c'est des mots. Enfin, j'imagine qu'il y a des gens qui connaissent ce truc-là. Mais le sens derrière, il est culturel, il est individuel, il dépend de plein de choses. Et c'est pour ça que je vous invite aussi à lire William James, parce que les gens n'ont généralement rien compris à ce qu'était le pragmatisme. Et le pragmatisme de James, c'est de dire justement que, évidemment, quelque chose qui est utile, c'est par rapport au bonheur qu'il produit, mais ce bonheur, il n'est pas matériel. Chacun peut avoir sa conception du bonheur. Donc tout le monde peut avoir aussi sa conception, et là c'est le rôle du médecin, de prendre en compte justement quelle est la conception du patient qu'il peut avoir sur sa qualité de vie. Il y en a un qui va penser ceci, un autre cela. Il n'y a pas de valeur objective forcément sur la qualité de vie. Toute raison gardée évidemment. Il y a Michel qui avait levé la main. Michel ? Tu peux tirer le truc là pour Ah, attends. Oui. Oui. Une bonne illustration de ça, ça a été ici en tout cas, durant la pandémie, alors que notre système hospitalier explosait. Est-ce qu'on doit vraiment soigner en premier les personnes qui ont la COVID? Il y a eu des gros comités avec des éthiciens, des médecins de différentes spécialités, des préposés, tout ça, pour faire un protocole que, heureusement, je crois qu'on n'a pas mis en place. Mais c'était cette question. Est-ce qu'on laisse mourir les personnes qui ont 75 ans et plus? Est-ce qu'on choisit quelqu'un on laisse ceux qui ont des maladies chroniques ne pas pouvoir être soignés ou les cancers et on soigne en premier la COVID? Alors, toute cette prise de décision très complexe amenait des protocoles et qui ont été partagés aussi avec la population. Il y en a qui étaient d'accord, il y en a qui n'étaient pas d'accord. Donc, je pense que c'est vraiment une illustration qu'on a eue durant la pandémie et qui va peut-être s'appliquer à un autre moment, avec une autre pandémie, je ne sais pas. Mais là, on voit vraiment que pour arriver à décider ça avec l'intelligence artificielle, ça prendrait beaucoup de données. Et je pense pas qu'on va y arriver pour le moment. Merci beaucoup, Michel. Et alors, Monsieur Trémolière. Je ne voulais pas intervenir, mais il a parlé de qualité de vie et de cancérologie. Je voudrais simplement, je ne suis pas du tout cancérologue, mais j'ai été membre de la commission de la transparence pendant 10 ans.
J'ai donc vu défiler tous les médicaments anticancéraux au sens le plus large, des chimiothérapies, des anticorps, etc. Et une chose qui m'a toujours choqué et qui, je crois, n'a pas évolué depuis les 8 ou 9 ans que j'ai quitté cette commission, c'est qu'on évalue ces médicaments en données de survie qui sont très souvent minuscules dans des sous-groupes, etc. Et chaque fois que, comme membre de la commission de transparence, je posais la question « et la qualité de vie ?», on me disait « on ne sait pas l'évaluer ». On est des années plus tard, on ne sait toujours pas l'évaluer, et dans l'imposition à des gens de médicaments qu'on juge bien parce que ça leur donne 6 semaines de survie supplémentaires, c'est un scandale qu'on n'évalue pas correctement la qualité de vie. D'autres non, je crois que il y a certainement plein d'autres questions, mais notre estomac réclame. Oui, Christian. Je suis très content que M. Hurier soit là, parce que tu as montré, et tu es vraiment un digne de mes élèves, tu as montré en quelque sorte, en parlant du consentement, la différence qu'il y avait entre la loi Hurier de 1988 et la loi Jardé, qui ensuite a permis, par rapport au consentement express, bien notifié, éclairé, avec la volonté de voir tous les moments où il pouvait y avoir une vulnérabilité et où justement la prise de décision, même affirmative des patients, pouvait être mise en question. Là, tu as bien montré en définitive comment l'IA, justement, à travers le consentement éclairé, comme outil, pas éclairé, comme éclairé mais dynamique, parce que justement dynamique, ouvrant vers les sciences humaines et sociales, c'est-à-dire la vie des personnes dont on parle, tu as montré comment l'IA pouvait être, en définitive, un moyen et non pas une finalité, et par rapport en fait à une conception éthique fondamentale qui est celle en fait du consentement. Et ça, je suis tout à fait heureux, et en te basant sur les textes, en ayant travaillé en Jonas comme il le faut, qui est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, il n'y a pas que lui, bien entendu, et on n'a pas simplement qu'un pape, loin de là. Au contraire, mais ça demande un travail de texte que tu as pu faire, et même par rapport à Potter, etc., qui ont permis une telle réflexion de ce type, et je tiens à te féliciter.